Joe Shaw from Indiana University, and our project will conquer pollution and its devastating health effects in Madagascar, one of the worst affected countries in the world. Pollution is the largest cause of death globally. It kills more people than war, than hunger, than malaria or AIDS or tuberculosis. All of these pale in comparison. In Madagascar, 1 in 3 premature deaths is from pollution. The major problems have been identified: indoor air pollution from burning charcoal produced by destroying forest, outdoor air pollution far exceeding healthy limits, yet there's not a single air monitoring station on the island, widespread chemical contamination of soil and water, but lead's the only contaminant whose health effects have been assessed. This is not just an environmental disaster, it's a public health and humanitarian crisis that unjustly impacts the poor. But hope comes in the form of a health pollution action plan developed by our group with the government of Madagascar and the Malagasy. With support of MacArthur's 100 and Change program, we will implement this action plan and in just 5 years, reduce exposure to pollution and improve the health of half the population, get at least 40% of households in Madagascar converted to clean cooking fuels, create a national air monitoring program, and deploy state-of-the-art toxic site mapping to identify and clean up 20 contaminated sites that impact over 250,000 people. These efforts are supported by education, training, and health tracking programs built on Nobel-awarded economic principles that will ensure sustainability for Madagascar's road to recovery. This is lead. We don't really like lead. You see, it all goes back to a time when we thought we could be friends with lead. In fact, lead was even popular, invited into a whole range of everyday items like paint and gasoline. But over time, lead grew out of control and revealed a dark secret. It just can't stop poisoning people. So today, we've had enough. It's time to put lead to bed. That's because lead is causing a massive global health crisis, one that isn't getting enough attention. Let's take a look. Lead is a highly toxic metal and has particularly harmful effects on children. Young children absorb about 4 to 5 times as much lead as adults, and it affects almost every organ in a child's body. Even limited exposure to lead can cause damage that's devastating and permanent. So it's not surprising that we don't want lead around here anymore. What is surprising, though, is the scale of the problems that it's caused. 1 in 3 children worldwide is now affected. That's around 800 million children across the globe at risk of lead poisoning. It's not all lead's fault, though. You see, lead's usually perfectly okay being left alone in the Earth's crust. Lead still has some valuable uses in things like batteries and electronics. And if handled with care and recycled properly, it can even be possible to live alongside lead. But once lead is released into the environment, usually through people handling it the wrong way, it just can't help getting into everything it touches. Into the soil beneath us through improper battery recycling, disposal of unwanted electronics, and other industrial processes. And from the dust released by peeling or chipping lead paints. Into the water we drink, for example from old pipes that contain lead. Into the air we breathe, from unregulated smelting of lead-acid batteries and burning of e-waste. And even into some of the food and household goods that we consume. From contaminated spices to glazed ceramics, cosmetics, and painted toys. Once it's in the environment, lead lurks quietly, and its effects are insidious. Its symptoms difficult to spot. Sometimes there are no warning signs at all, until it's too late. The effects on the developing brains of young children are particularly severe. For pregnant women, lead exposure can harm their unborn child and raise the risk of a range of complications, including miscarriage, stillbirth, premature birth, and low birth weight. There's no cure for lead poisoning. The damage it causes cannot be reversed. The only solution is prevention. We need to keep lead safely away from children. We need to put lead to bed. The good news is that it's possible to eliminate the danger of lead once and for all. But this needs support from governments to ensure lead is eliminated from certain consumer products, such as paints, toys, ceramics, spices, and cosmetics, that it's used and recycled safely, and that contaminated sites are cleaned up.
It needs support from industry to ensure responsible manufacturing and recycling so that lead is not leaked into the environment. And it needs support from communities to be aware and look out for lead, to safely dispose of batteries and unwanted electronics, to keep children away from industrial and recycling sites, and to seek testing and care if a child may have been exposed to lead. By working together, we can eliminate the dangers of lead exposure to children. We can put lead to bed and ensure lifelong health and a bright future for every child. Après ces films qui nous touchent et nous interpellent, nous allons aborder ensemble la première séquence avec 2 interventions, 6 panélistes qui vont en débattre, suivis de questions-réponses avec vous dans le public. Le thème est « Atteinte à l'environnement, impact sur la santé, éléments généraux et situations malgaches ». Le modérateur est Madame Lily Razafmbe, membre du comité directeur du CCOC, que j'appelle à prendre la parole. Merci, Inde, de m'avoir donné la place. Je vais pas retarder, en tout cas, le début de la séance. Ça va se présenter de cette manière. D'abord, il va y avoir une présentation inaugurale, donc qui sera faite par Madame Rakotwason Nouras du ministère de la Santé, qui est donc le point focal en sciences et environnement et chef de service santé-environnement donc du ministère de la Santé. Elle va donc intervenir pour nous parler, pour nous présenter un état des lieux donc des méfaits de l'environnement et des conséquences sur la santé du point de vue évidemment donc du ministère, et aussi le cadre institutionnel à travers notamment les conventions et accords internationaux qui ont été signés par Madagascar, puis aussi les plans et stratégies et politiques qui existent actuellement à Madagascar par rapport donc à la thématique santé et environnement. En fait, la présentation sera dite en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Madame Rakotwason Nouras, je vous donne la parole. Chers tous, bonjour. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous présenter succinctement ce que c'est que l'impact des atteintes à l'environnement sur la santé à Madagascar. Nous savons tous que le problème de santé et environnement, c'est un problème mondial. Ça ne concerne pas uniquement Madagascar, puisque l'environnement, c'est pour tout le monde, y compris Madagascar. Considérant donc les méfaits de l'environnement sur la santé, des études ont été menées, des études scientifiques au niveau mondial, et on a pu soulever donc les problèmes liés à la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est un tueur silencieux. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux décès qui sont liés à la pollution de l'air. Et là, on voit ici donc que c'est surtout les pays pauvres, je m'excuse du mot, qui sont vraiment les plus touchés par le problème de la pollution de l'air. La pollution de l'air n'est pas seulement l'air extérieur que nous vivons tous, mais il y a également le problème de pollution à l'intérieur des maisons. Et là, il y a donc des chiffres qui sont évoqués, des études scientifiques. Des millions de personnes sont malades dues à la pollution de l'air
extérieure et intérieure. Et là, il y a une certaine différence entre les gens, les catégories de personnes qui sont touchées. Il y a surtout les enfants, il y a surtout les femmes et évidemment les personnes qui travaillent à l'extérieur. Ça c'est surtout sur la pollution de l'air à l'extérieur, c'est-à-dire l'air ambiant. Le problème de santé-environnement n'est pas seulement le problème de pollution de l'air, mais il y a également le problème de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène qui sont insuffisants. Il y a également le problème lié à l'environnement bâti, parce que là, une fois qu'on construit quelque chose, ça impacte notre environnement et ça impacte également notre santé. Là, c'est le tabagisme passif. Il y a des gens qui fument de la cigarette, il y a des enfants qui en sont, et des femmes qui en sont victimes. Là, c'est quelque chose de naturel, mais qui est également lié à la pratique de la population, aux activités de développement de tout le monde, les problèmes de changement climatique, le climat qui change, mais ça impacte sur notre santé. Les déchets dangereux, le rayonnement ultraviolet, les produits chimiques dangereux. Il y a les plans dans les peintures, par exemple. Nous vivons donc dans un environnement bien coloré et tout ça, mais la couleur, les peintures dans notre zone d'habitation, il y a des risques que ça ait été fabriqué avec du plomb et nous respirons tous les jours donc le plomb. Ça nous donne des maladies, surtout pour les enfants, comme nous avions vu dans le film précédent. Mais il y a également les zoonoses, comme on avait dit là, la peste, la fièvre de la vallée du Rift, ça, ce sont des zoonoses, des maladies qui sont liées à la qualité, au changement de l'environnement. Et de nombreuses maladies réémergent, la peste ici à Madagascar, mais la COVID-19 que nous vivons encore actuellement, ça fait partie des maladies réémergentes dues au changement et à la qualité de notre environnement. Et à part ça, dans tous les produits chimiques que nous utilisons, ça peut nous donner donc des maladies parce que certains produits chimiques sont des polluants organiques persistants et qui entraînent des perturbations du système endocrinien. Il y a également les déchets électroniques, on a vu tout à l'heure. Il y a des déchets électroniques sur lesquels il y a émanation des plomb et les plombs, nous les respirons ou nous les mangeons même dans l'eau et ça entraîne des effets néfastes sur notre santé. D'où viennent donc tous ces différents polluants de notre environnement et de notre santé? Il y a ceux qui viennent de la nature elle-même, comme les pollens, mais il y a des polluants qui viennent de notre activité eux-mêmes, par exemple le feu de forêt, le transport qui font des émissions de gaz qui font soit détruire notre environnement, soit font des impacts sur notre santé directement. Il y a des activités industrielles qui nous permettent de se développer, mais il y a également des effets néfastes sur notre environnement et sur notre santé, sur ces différentes activités industrielles. Les déchets verts, le trafic des différentes automobiles, surtout si, comme ici à Madagascar, les automobiles datent donc, sont tellement si vieux qu'ils jettent des fumées nocives pour l'environnement et pour notre santé. Le développement en agriculture également, il y a surtout l'utilisation des différents pesticides qui détruisent notre sol, détruisent notre environnement et qui viennent dans notre bouche de façon accidentelle. Il y a également le feu, là où nous cuisons notre aliment, et également d'autres activités qui détruisent l'environnement et détruisent également notre santé.
Il y a des suivis périodiques de la qualité de l'air. Il y a des cartes qui montrent donc comment sont la qualité de l'air dans différents pays. Mais là, on voit que Madagascar semble être propre. Il n'y a pas de pollution. Mais c'est pas ça. Même si on ne nous voit pas encore sur les cartes, nous trouvons toujours cet état de dégradation de l'environnement sur les différents déchets. Et nous trouvons toujours quelqu'un qui les ramasse. Les études de Pureuve ont donc sorti que 23, et l'OMS aussi l'a confirmé, 23% des décès ici à Madagascar sont dus aux problèmes environnementaux. Et il y a là donc, selon les études scientifiques menées toujours, et là c'est sorti par le Lancet, 400 000 personnes de Madagascar sont décédées en 2015 suite d'une maladie liée à la pollution. Comme on l'avait déjà dit là, que c'est 3 fois plus de décès que les décès dus au VIH, la tuberculose et au paludisme combinés. C'est-à-dire donc qu'il y a tellement donc d'effets de pollution et de la dégradation de l'environnement sur notre vie de tous les jours. Et la pollution, comme on l'avait déjà vu tout à l'heure, n'est pas seulement la pollution de l'air. Dans l'annuaire statistique du ministère de la Santé, il y a au moins 2000 cas de consultation dans les formations sanitaires de base, 2000 cas annuels d'infection respiratoire aiguë. Et là, ce n'est pas seulement donc l'infection respiratoire aiguë qui est due aux problèmes environnementaux, mais il y a également d'autres effets sanitaires de la dégradation de la qualité de l'environnement. Les enfants meurent des maladies diarrhéiques, des maladies respiratoires. Les maladies respiratoires dues à la pollution de l'air, comme on l'avait déjà dit, l'air extérieur, mais également de l'air intérieur. Ça, c'est surtout à l'utilisation des charbons, du bois et également du bois de chauffe, lié également donc à l'étroitesse des maisons d'habitation de la plupart des Malgaches. Des enfants meurent des maladies diarrhéiques, surtout liées aux problèmes de la qualité de l'eau, de la non-utilisation des latrines, mais également problèmes d'hygiène. Des enfants meurent également soit par des affections qu'ils ont eues déjà à la naissance. Il y a la prématurité des enfants qui pourrait être évitée si nous pouvons améliorer la qualité de l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans les établissements de santé même. Et également, nous pouvons réduire tous ces différents décès si nous avons amélioré la qualité de notre air, l'air intérieur ou l'air ambiant. Des milliers d'enfants meurent du paludisme. Le paludisme est essentiellement dû à de nombreuses sites larvaires qui favorisent donc la pullulation de moustiques et également aux réservoirs d'eau potable qui favorisent également la pullulation des moustiques s'ils ne sont pas protégés. De nombreux enfants meurent également par des traumatismes accidentels attribuables à l'environnement, soit par exemple des enfants meurent par des traumatismes, surtout dans les rues, mais également lorsqu'il y a des cyclones ou des inondations. La plupart du temps, ce sont les enfants qui sont victimes de traumatismes et de décès pendant les accidents liés à ces problèmes de cyclones ou d'inondations, mais également faute de sécurité routière.
On a parlé de problèmes de qualité de l'eau, défauts d'hygiène et d'assainissement. La contamination a des effets non seulement sur l'environnement, mais sur la santé de l'être humain et particulièrement sur les enfants. Et l'eau est contaminée par des bactéries, ça c'est surtout les matières fécales, là où la moitié des Malgaches n'utilisent pas convenablement des latrines, par les déchets chimiques divers et par les différents déchets qui contaminent l'eau, alors que malgré cette contamination de l'eau, une étude a montré que seulement 29% des ménages pratiquent le traitement correct de l'eau pour éviter donc pour que l'eau soit potable. Et là encore, il y a une nette différence entre les ménages les plus pauvres et les ménages les plus riches. Il n'y a pas que la pollution. On parle de santé et environnement, ce n'est pas seulement la pollution de l'eau, la pollution de l'air, mais il y a également la perte de la biodiversité et qui entraîne la survenue des maladies zoonotiques. Si on parle donc les feux de brousse et la peste, due surtout à ce que les rats viennent donc dans les maisons d'habitation et ça entraîne donc les épidémies de peste. Une situation qui présente un cercle vicieux parce que là, Madagascar est le 5e pays le plus touché, le plus à risque par le cyclone. Et nous vivons actuellement les problèmes de Kéré dans le sud. Il y a également les différentes inondations qui aggravent la pauvreté de la population et qui entraînent donc des pratiques néfastes par la population. Cette pauvreté entraîne donc des pratiques néfastes sur l'environnement, l'agriculture surbrûlée, l'utilisation des charbons de bois, le trafic des ressources naturelles qui entraîne donc la pollution de l'air, la pollution de l'eau et les différents déchets, dû surtout ça à une non-contrôle des, comment dirais-je, les problèmes démographiques. Et là, les différentes infrastructures sont également générateurs des pollutions de l'air, pollution en général. Que fait le gouvernement à travers les différents ministères? Madagascar, comme on l'avait déjà dit, donc notre directeur de tout à l'heure s'est déjà engagé à mettre en œuvre la déclaration de Libreville qui recommande donc de mettre en œuvre des actions intégrées en santé et environnement. Et là, il y a des structures multisectorielles en santé et environnement qui existent. Il y a le groupe de travail en santé et environnement, le groupe climat-santé, le groupe lutte contre la pollution, qui est en train de réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire pour pallier à tous ces différents rythmes de dégradation de l'environnement. Il y a des structures multisectorielles qui existent. Il y a des référentiels politiques, stratégiques et techniques et opérationnels qu'on a déjà développés. Nous disposons, par exemple, le plan de développement du secteur santé qui inclut et considère cette question de amélioration de la qualité de l'environnement et problèmes de santé et environnement. Nous disposons de la politique nationale en santé et environnement. Madagascar dispose d'un plan national d'action conjointe en santé et environnement, d'un plan national d'adaptation du secteur santé au changement climatique, le plan d'action en matière de santé et pollution, la politique nationale de lutte contre le changement climatique. Nous sommes en train d'établir ce plan de qualité de l'eau. Et à part ces différents textes et référentiels techniques, politiques et stratégiques, nous soutenons toute activité et approche
multisectorielle qui vise à améliorer ensemble la qualité de l'environnement et la santé, entre autres l'approche SPE, approche santé, population et environnement, l'approche One Health, une seule santé, et l'approche institution amie de WASH. Nous sommes également actuellement en train de mettre en place un observatoire intégré en santé et environnement pour la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux. Nous effectuons également des surveillances intégrées en climat santé, en train de rechercher des partenaires pour la mise en place d'un système d'alerte précoce en climat santé au niveau des districts de santé publique. Nous débutons également, grâce à la collaboration avec la Direction générale de la météorologie de l'UNSTN et avec l'appui de l'UNICEF, nous débutons actuellement la surveillance de la qualité de l'air tout en capitalisant les activités que l'UNSTN a déjà effectuées auparavant. Nous sommes en train de finaliser ce plan d'action national sur la sécurité sanitaire et qui considère, entre autres, la sécurité sanitaire sur les événements chimiques et sur les urgences radiologiques. Nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre un projet qui vise à réduire l'exposition au mercure dans l'exploitation artisanale de l'or et dans les établissements de santé. Nous développons actuellement des activités pour améliorer la gestion des déchets dans les établissements de santé. Et cet après-midi même, le ministère de l'Environnement est en train d'organiser une réunion interministérielle pour la mise en place d'un plan de gestion durable des pollutions à Madagascar. Quelques pistes d'action, ce ne sont que des pistes d'action, mais je pense que nous sommes tous ici présents et engagés à identifier des actions concrètes et faisables pour améliorer la qualité de notre environnement et de notre santé dans notre domaine d'intervention spécifique. Mais là, il y a que quelques pistes d'action. Examiner les plans actuels et les projections pour les secteurs du bois, de chauffe et du charbon et s'en servir comme estimation de référence de l'utilisation de combustibles domestiques. Promouvoir des fourneaux améliorés économes d'énergie et de combustibles propres. C'est déjà développé, mais améliorer davantage l'utilisation des fourneaux améliorés pour réduire donc la dégradation de l'environnement, l'utilisation des bois de chauffe. Appliquer des stratégies qui ont permis de faire gravir l'échelle énergétique à des ménages et à des communautés entières. Examiner et mettre à jour toute information existante sur la qualité de l'air en Antananarivo et dans d'autres villes. Recueillir des données sur les niveaux actuels de projection de circulation routière. Recenser toutes les sources ponctuelles de pollution de l'air dans les usines, dans les centrales électriques, dans les briqueteries et tout ça, et s'en servir à titre de référence pour les projections sur la qualité de l'air. Mettre en place un système d'alerte sur la qualité de l'air, définir les besoins en matière d'équipement, élaborer un plan de transition vers les carburants à faible teneur en soufre. Et sur ce, je vous remercie. Merci. Nous remercions Madame Rakoutoarson-Nourouas, du ministère de la Santé publique. Vous avez vu déjà avec les films et puis la présentation que la situation peut devenir dramatique pour Madagascar, vu la situation de cette pollution de toutes sortes, mais aussi les sources même de ces pollutions. Et on se demande si vraiment notre vie
n'est pas submergé totalement par ces différentes sources de pollution qui ont donc des impacts sur notre santé. Mais heureusement aussi que Madame Rakotoarson-Nouroise nous a présenté aussi déjà les actions qui sont menées, les engagements d'abord qui ont été pris et qui sont pris par le gouvernement malgache pour essayer de trouver des solutions concrètes pour donc éviter ces impacts sur la santé. Aussi, ce qui va suivre, c'est que nous allons essayer de voir ensemble avec tous les acteurs pour lutter, pour améliorer en tout cas cette situation qui s'aggrave, hein, si on ne prend pas des mesures, non seulement par le gouvernement, mais aussi par nous, tous les acteurs citoyens donc, de ce pays. Dans le panel, va voir la participation de plusieurs personnes. Je vais vous demander de venir ici. Donc, je vais vous appeler. Donc, il s'agit de Monsieur Rajaf Manjant Rad, donc qui est le coordinateur milieu physique au sein donc de la compagnie minière de nickel et de cobalt d'Ambatouvi. De Madame Ralte Rajay, donc une ONG, de Climate and Social Justice, donc fondatrice de Climate Madagascar, cofondateur aussi du réseau Climat Océan Indien, de Rakut Mapun Fal Natenain, donc qui est administrateur de l'ONG Ilfusan, avec la coopération décentralisée ITAS, Nouvelle-Aquitaine, sur la gestion donc du CRFPA, ou Centre régional de formation professionnelle agricole, et président de la commission finances. Et enfin, de Madame Andiaman Gatsir Mourantsou, du ministère de l'Eau, Hygiène et Assainissement. Alors, nous remercions déjà ces personnes d'avoir accepté. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un du ministère de la Santé qui devait être membre aussi du panel? Je crois. Hein. Alors, je ne sais pas, je crois que vous devez revenir ici. Merci. D'abord, on vous remercie d'avoir accepté de venir participer à ce panel, puisque votre rôle aujourd'hui, c'est de nous présenter des actions concrètes pour essayer de trouver des solutions sur ce problème, sur cette thématique dont la gravité, nous avons vu, augmente donc de jour en jour. Et puis aussi, je vous demande, il y a 5 minutes, hein, chacun va intervenir, 5 minutes donc pour présenter justement les différentes actions que vous menez déjà et qui, nous espérons, vont permettre réellement de trouver des solutions concrètes. Je vais donner la parole d'abord aux femmes, hein. C'est pas parce que je suis une femme, mais bon, je crois que c'est normal. Je demande à Madame Ralte Rajay, donc de Climate and Social Justice Advocate, et puis qui est fondatrice de Climate Madagascar et cofondatrice aussi du réseau Climat Océan Indien. Oui, je vais vous donner le micro. Ah oui. Bonjour, vous m'entendez bien? D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut... Voilà. Merci beaucoup déjà donc au CCOC et à l'UNICEF de m'avoir permis d'être avec vous aujourd'hui et de vous parler.
Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis une Climate and Social Justice Advocate. Donc, j'ai un peu du mal à traduire ça en français. Donc, en gros, parce que je suis pas avocate, mais je fais du plaidoyer pour la justice climatique et sociale à l'international et à Madagascar. Et aussi, du coup, comme vous l'avez dit, j'ai fondé l'association Climate Madagascar, qui est un think et un do tank international, et on a une branche à Madagascar, et le RCOI, le réseau climat océan Indien, dont vous allez voir beaucoup de nos membres, en fait, pendant cet atelier. Donc voilà. Je vais essayer de tenir les 5 minutes, peut-être 8 minutes. Je vais tout faire pour. Alors, je ne vais pas revenir un peu sur la situation chiffrée, puisqu'on a eu une très, très complète présentation tout à l'heure, avec beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres et beaucoup d'exemples aussi, en fait, au final. Ce dont moi j'aurais aimé parler, c'était plutôt la méthodologie qu'on utilise dans mon association, la méthodologie que j'utilise au quotidien dans mes projets, que ce soit mes projets associatifs, mes projets de vie et mes projets aussi dans ma carrière professionnelle. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Changer pour qui, pourquoi », enfin pourquoi, pour qui et comment. Et au cours de ma présentation, je vais vous demander aussi, je vais vous poser des questions par oui ou par non. Et donc, si vous pensez que vous pouvez répondre oui à cette question, vous pouvez vous lever ou vous lever la main. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas répondre oui, vous pouvez rester assis. Est-ce que ça vous convient? Vous pouvez vous lever si vous pensez que ça vous convient. Vous levez la main. Yes. Il y en a qui ne lèvent pas la main, mais j'espère que vous allez jouer quand même. Ok. Alors, attendez, parce que du coup, je ne pensais pas. Ça va être un peu compliqué avec mes... Quelqu'un peut faire les diapos, s'il vous plaît. Il faut... Ok, je vous dirai. Merci. Donc, déjà, je vais me présenter aussi. Je me suis demandé comment est-ce que je peux vous expliquer ce que je fais très concrètement, parce que j'ai beaucoup de casquettes. Je travaille à la fois dans le domaine associatif, donc pour la société civile, mais je travaille aussi pour l'environnement et le développement durable dans le cadre de mon travail. Et dans mon cadre perso, j'ai monté une colocation écologique qui s'appelle Le Terrier. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler? Ouais. Ok. Et en fait, je me suis dit une bonne solution de vous présenter ce que je fais et ce que je suis, c'était de vous... Si j'avais à présenter ma vie en 3 titres de livres, ce serait ça. Donc, vous pouvez lire. De l'indignation à la nécessité de se bouger. Donc ça, ce serait le premier chapitre de ma vie. Le deuxième, ce serait action collective ou individuelle. Le choix de Zay, parce que ça, c'est une grosse problématique qui revient tout le temps dans mes réflexions. Et Climate Nerd et optimiste radical. Et je pense qu'il y aura beaucoup, j'espère, d'autres chapitres dans ma vie. Et en tout cas, aujourd'hui, j'en suis plutôt à ce chapitre-là, Climate Nerd, optimiste radical. Je vous invite à faire ce petit exercice aussi, de essayer de définir votre vie avec des titres de livres. Et si vous voulez qu'on en discute plus tard, je suis tout à fait ouverte à ça. Donc, en gros, merci. Je parlais de Climate Nerd parce que vous allez voir un petit peu pourquoi j'ai décidé de me faire ma présentation. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ça va être plus simple. J'ai décidé de baser ma présentation sur des références pop culture. Vous allez voir tout à l'heure. Et quand j'ai commencé à préparer cette présentation, j'ai demandé à mon entourage de quoi est-ce qu'ils aimeraient que je parle en tant que société civile, en tant qu'association, en tant qu'une personne qui travaille dans ce domaine depuis 10 ans maintenant. Et du coup, on a vu 3 types de choses dont il fallait parler. Donc la première, c'est proposer des idées, des projets. Donc, mais je pense qu'en fait, il y aura énormément d'idées et de projets qui vont être présentés. Par exemple, beaucoup de gens voulaient que je parle de mode de production, de consommation bio, que je parle des toilettes sèches. Les toilettes, c'est beaucoup revenu dans les questions que j'ai posées à ma communauté. Les toilettes et la transformation de l'urine. Donc plein d'idées à voir pour essayer de nettoyer et de dépolluer l'eau. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'adresser directement des demandes, que ce soit au secteur privé, qui est là, quel impact il peut avoir et comment est-ce qu'il peut s'améliorer, mais également au ministère et aux institutions. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des politiques publiques qui soient impactantes et qui incluent tout le monde? Comment est-ce qu'on fait pour imposer des interactions entre les associations et les institutions, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui se fait mais qui ne se fait pas suffisamment au goût de la société civile. Et la troisième partie, ce serait de parler de vision et de méthodologie.
Donc moi, j'ai décidé plutôt de parler de vision méthodologie. Azafad. Donc du coup, je me suis demandé, est-ce qu'on a tous la même vision? Qui dans la salle pense qu'on partage la même vision? Waouh, ça va être compliqué de travailler ensemble si déjà on n'a pas des bases communes. Parce que ça va être assez difficile. Ok, je m'attendais pas à ça. C'est pas grave. Alors attendez un instant. Parmi les personnes qui ont répondu, qu'on partageait un peu tous dans cette salle au moins la même vision, est-ce que quelqu'un peut me décrire en 3 adjectifs cette vision-là? Je sais plus, vous avez levé la main, je crois? Non. Les personnes qui pensent qu'on a la même vision, pouvez-vous relever la main, s'il vous plaît? Ok. Est-ce qu'une de vous deux souhaite proposer 3 adjectifs pour cette vision commune? Wow. Ok, c'est pas grave. Moi, je vais vous partager peut-être ma vision. La vision que j'ai par rapport au monde de demain, par rapport au monde que j'ai envie de construire, c'est un monde qui soit durable. On le voit dans les objectifs du développement durable. C'est un monde qui soit collaboratif, où chacune, on a la possibilité de travailler les uns avec les autres, que ce soit le secteur privé qui travaille avec des associations, que ce soit les institutions qui travaillent avec des individus, peu importe. En fait, il faut pour moi, c'est un monde inclusif et collaboratif. Et la 3e définition que je donnerais serait un monde qui soit, pour moi en tout cas, et là je pense que j'ai beaucoup de divergences avec beaucoup de personnes dans la salle, un monde low-tech. Donc, c'est-à-dire un monde qui essaye de diminuer au maximum son impact technologique, puisque la technologie a un fort taux de pollution dans le monde. Pour créer ce petit machin, il a fallu polluer énormément de choses pour tout ce qu'on a. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse développer des technologies low-tech. Voilà. Est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît? Et du coup, dans ma méthodologie, il y a une chose qui est très importante, c'est le savoir. Vous connaissez cette citation de Peter Baelish de Game of Thrones? Pas du tout? Qui a déjà regardé Game of Thrones, en fait? Waouh, pas beaucoup non plus. Ok. Moi, je suis une très grande fan de Game of Thrones, en fait. J'ai regardé toute la série, j'ai lu les livres, et j'ai appris énormément de choses, notamment sur les constructions des sociétés humaines et sur comment est-ce qu'on pouvait interagir les uns avec les autres. Et pour moi, en fait, je vois Game of Thrones comme une façon aussi un peu détournée de parler changement climatique, parce que dans le livre et dans la série, la phrase qui revient tout le temps, c'est Winter is coming. Donc, il y a un changement climatique et avec des morts vivants qui va arriver. Et il faut que l'humanité réussisse à se mobiliser tout entière pour pouvoir combattre cette menace. Sauf qu'en fait, ils passent tout leur temps à faire autre chose qu'à combattre la menace des morts vivants et du changement climatique. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de la pop culture et notamment de Game of Thrones. C'est pour ça que je vous ai pris cette citation. Donc, une citation qui parle d'information et de l'importance de l'information pour qu'on puisse agir ensemble. Et donc, moi, dans mon association, à Climate, que ce soit à Climate ou à RCOI ou dans d'autres associations, on met une part importante et centrale à l'information, que ce soit par la formation, la recherche ou le plaidoyer. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des formations, qui donnent des formations? Surtout, sur rien. Vous pouvez lever la main. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ne se sentent pas forcément légitimes à donner des formations, mais qui aimeraient le faire? Ok. Ceux qui ont levé la main pour la 2e question, vous pouvez peut-être aller rencontrer les personnes qui ont levé la main pour la première et essayer de voir comment est-ce qu'ils se sont sentis légitimes. Il vous reste 1 minute. Génial. Ok, je vais faire vite. Et donc l'important en fait de ce point, c'est qu'en fait, il faut que chacun de nous autour, on est tous convaincus que le changement climatique, ça a un impact primordial
sur notre vie, sur notre futur, sur le futur de la génération climat, de notre génération. Et donc, pour moi, en fait, il faut que chacun d'entre vous dans cette salle puisse repartir de cet atelier avec des informations et des clés pour pouvoir former les gens autour de vous. Si on ne diffuse pas l'information, on risque pas, en fait, de changer les choses. C'est la première base. Vous pouvez changer de slide. La deuxième, c'est qu'il faut, du coup, je suis désolée pour ceux qui comprennent pas les références, mais c'est unir nos forces. Donc, c'est-à-dire, en fait, on a plusieurs types d'acteurs à Madagascar et dans le monde. Il y a les acteurs du secteur privé, les acteurs des associations, les acteurs, les personnalités publiques, les influenceurs, les politiciens, les individus. Et en fait, si on n'arrive pas à ensemble joindre nos forces, on risque de tous pas survivre, en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour moi, c'est essentiel, du coup, d'apprendre à toutes les personnes que je rencontre comment est-ce qu'on fait pour collaborer. Vous pouvez changer de slide. Et donc, il y a 3 types d'alliés, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut aller voir. La population sur le terrain. Donc, moi, je vois énormément d'études qui se basent sur comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser et former les gens sur le terrain. Mais est-ce que les personnes dans les structures sont formées elles-mêmes? Est-ce que les dirigeants d'entreprise sont formés sur le changement climatique? Est-ce que les directeurs dans les autorités locales sont formés sur le changement climatique, sur l'impact de la santé, sur les liens qu'il peut y avoir entre les deux? Et est-ce que nos proches le sont aussi? Qui a déjà formé ses proches? Qui a déjà parlé de ces questions-là à ses proches? Moi, je sens que c'est la dernière question. Oui, parce que c'est extraordinaire, votre passion, votre enthousiasme, j'espère, en plus votre jeunesse, parce que c'est l'avenir. Mais là, je crois que vous avez déjà bien épuisé votre temps. Ok, c'est la dernière question, et je crois que c'était la dernière slide de toute façon. Ok, très bien. Donc, du coup, ce que je voulais dire, vous pouvez passer la slide. C'est que je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va venir nous sauver. Je pense que juste, on doit tous devenir responsables. Et pour ça, en fait, il faut qu'on réussisse à croire en nos capacités et qu'on réussisse à croire en la vision commune qu'on a tous de construire un monde meilleur, puisque je crois qu'en fait, c'est ça qu'on essaie de tous faire dans cette salle, en tout cas de ce que j'ai compris. Et qu'en fait, on a la capacité de former les gens autour de nous, que ce soit de notre famille, mais aussi, je pense, ce que je voulais aussi surtout dire, c'est que les personnes qui travaillent, qui sont dans les entreprises, elles peuvent aller voir leur service RSE, leur DRH ou autre, et leur demander, moi j'aimerais que mon entreprise, elle fasse plus d'actions pour l'environnement, pour la santé, pour le climat. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et si beaucoup de salariés le font, ça peut avoir un impact, parce qu'on ne parle pas assez de l'impact des entreprises dans le domaine de l'environnement. Et donc ça serait quelque chose d'intéressant et que j'aimerais bien vous voir tous faire à la sortie de cet atelier. Et j'aimerais demander au ministère aussi qu'on puisse mettre en place des vrais canaux de communication entre les institutions, les associations, un peu plus. Nous, on est prêts à former aussi, à se faire former, et ça serait intéressant en fait qu'on puisse bénéficier de l'intelligence collective et créer quelque chose d'inclusif. Voilà. Vous pouvez passer la slide. Je vais arrêter, hein. Oh, oui. Ah oui. Ah oui, voilà, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Non, mais de toute façon, il va y avoir les questions. Donc, voilà. Vraiment, si vous pouvez conclure. Je vous laisse ce slide un peu pour finir. En gros, ce que moi j'avais vu, c'était que beaucoup dans notre société, on est un peu défaitiste, je trouve. Beaucoup de gens me disent le changement climatique, de toute façon, j'y peux rien, donc je fais rien. Je pense que c'est pas une attitude que j'ai envie d'adopter pour ma part, et on peut modifier ça par l'exemple. C'était un peu le sujet de ma présentation. Donc, en fait, j'avais plusieurs choses à vous dire, mais on verra ça pendant les questions. Merci beaucoup. Il faut vraiment applaudir. C'est très difficile de modérer une passion et un enthousiasme, surtout quand ça vient d'une jeune femme. Je vais appeler tout de suite Monsieur Rajaf Manjantou, donc qui est coordinateur milieu physique, donc de la compagnie minière Ambatouvi. Je vais être aussi clémente. Je vous donne 10 minutes pour être équitable. Oui, merci. Je veux pas être long. Oui. Vous voulez? Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous pouvez passer le slide, s'il vous plaît. Merci de nous avoir invités à présenter ici même notre programme
de préservation de l'environnement et de suivi au sein de la compagnie minière d'Ambatovi. Je vais être bref parce que moi, j'aurai 10 minutes, merci, mais je ne vais consommer que peut-être 8 ou 7. Est-ce que vous pouvez passer le slide, s'il vous plaît? En fait, les présentations n'étaient pas prévues du tout dans le programme. Hein. C'est juste qu'il fallait parler, mais donc là, on va vous laisser présenter. Merci. Donc voilà, c'est une brève introduction seulement, mais pas tout ce qui est programme environnement d'Ambatovi. Au tout début, c'est quelques informations sur Ambatovi que je vais donner. Ambatovi, c'est une société de production de nickel et de cobalt d'une grande capacité. C'est un joint venture avec de 2 partenaires qui est le Sumitomo Corporation et Korea Resources Corporation ou KORES. Avec un investissement de 8 milliards de dollars au total, Ambatovi est l'un des le plus grand et le plus important investissement étranger jamais réalisé à Madagascar. Nous avons 3 produits dont la production annuelle est de 60 000 tonnes de nickel, de 5 600 tonnes de cobalt et de 210 000 tonnes de sulfate d'ammonium, c'est de l'engrais. Et la production avait commencé en 2012, mais a été temporairement suspendue à cause de cette malheureuse pandémie de Covid-19 en avril de cette année. De par sa raffinage ici même au pays, Ambatovi apporte beaucoup pour Madagascar, des bénéfices économiques et sociaux, en ne parlant que des créations d'emplois, les contrats des entreprises locaux et les achats locaux. Mais aussi, Ambatovi est un grand, je vais dire, acteur, un grand acteur majeur dans l'environnement. Parce que, de par notre programme de préservation de l'environnement, nous avons eu en 2014 le Nedbank Capital Sustainability Business Award et en 2015 le Suncreed Award for Excellence in Sustainability Development. Et pour ça, un petit rappel sur les composantes d'Ambatovi. Ambatovi se divise en 4 grandes composantes majeures, qui est la mine de Muramang, le pipeline de 220 km qui relie la mine de Muramang à l'usine de Tamatave, qui est là. Et enfin, la 4e, c'est la parc à résidus qui est à Tamatave aussi. De ces grandes composantes, il y a beaucoup de risques liés à la santé et à l'environnement. C'est pour ça qu'Ambatovi s'est engagé à des obligations qui est soumises par l'État ou la communauté internationale, mais aussi des engagements volontaires à dire dans les obligations, le PGDES, le LGIM, le décret de Messier, le standard de performance de l'IFC, la Société financière internationale, et les principes de l'Équateur. Mais volontairement, nous avons aussi engagé avec le TSM, le BBOP, ou Business and Biodiversity Offset Program, l'IITA, mais aussi le principe volontaire sur la sécurité et le droit de l'homme, et l'ICMM. On peut dire que nous respectons et nous dépasserons même ces normes, et nous essayons toujours de continuer à améliorer tout ce qu'on fait, et cela avec l'approche de la mitigation, de la hiérarchie de mitigation, tant dans le domaine de la biodiversité que de l'environnement physique. Parce que là, on voit ici, si ceci est l'impact qui était prévu, avec la hiérarchie de mitigation, qui est en premier d'éviter toute perte en biodiversité ou en environnement. Mais si quand ça ne sera pas possible, on va minimiser tout impact sur la biodiversité et l'environnement.
Et aussi, nous faisons des restaurations. C'est pour ça que je dis tant dans le domaine de l'environnement biologique que l'environnement physique. Et à part cela, nous faisons des activités d'offsetting du côté de Brickaville, à Anquerne, mais aussi des actions de conservation additionnelles. Les moyens de suivi de tout cela, c'est le PGES de toutes les phases dans Batouvi, mais aussi le rapport qu'on fait à l'ONE tous les ans depuis 2007. Et nous sommes audités par des ingénieurs indépendants de nos prêteurs, mais aussi par des comités consultatifs scientifiques internationaux et nationaux. Parlons un peu de l'environnement physique parce que là, c'est vraiment lié à la santé et la sécurité. L'environnement physique dans Batouvi, nous l'avons classifié en 3 grandes parties majeures, qui est l'eau, l'air et la gestion des déchets. En ce qui concerne l'eau, notre objectif, c'est d'évaluer l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées domestiques pour s'assurer que ça réponde aux normes et critères nationaux et internationaux. Mais aussi, on surveille la quantité et la qualité des eaux de surface qui sortent de la mine d'Ambatouvi, pour que ça convienne aux normes internationaux et nationaux en termes d'environnement. Nous avons classifié en trois grandes parties pour l'eau. Il y a les effluents des eaux de surface dont nous suivons tous les jours les matières en suspension et biannuellement les nutriments, les anions et les cations et surtout les métaux. Et ce que je peux dire, c'est que on est conforme aux normes internationales et nationaux dans toutes nos activités de la préservation de l'eau. Mais il y a aussi l'eau traitée qui est une deuxième composante de l'eau qu'on surveille journalièrement. Les paramètres microbiologiques de l'eau, parce que il y a des milliers de personnes qui mangent et font les repas chaque jour en Batouvi, que ce soit à la mine ou à Mouamang ou à Tamatave. Mais aussi, ces personnes font leurs besoins, donc on surveille aussi les eaux usées traitées. On les traite, mais on ne les rejette pas directement dans la nature, mais on les réutilise dans le processus de la fabrication de la minerai. En ce qui concerne l'air, notre objectif, c'est de mesurer les émissions atmosphériques de tous les travaux du projet, aussi bien dans le site minier qu'à l'extérieur, avec les populations riveraines, pour que ça respecte les normes de santé et sécurité de tout. Mais aussi, on s'assure que les activités de l'exploitation n'affectent pas négativement la qualité de l'air de la communauté et surtout à l'intérieur de la mine. Nous avons 4 paramètres suivis à la mine, dont le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, la poussière totale et le PM10. En ce qui concerne la gestion des déchets, notre objectif, c'est d'être efficace avec les normes de santé et sécurité et environnement. Notre stratégie opérationnelle, c'est le collecte, surtout le tri à la source des déchets, le transport vers des sites de traitement comme le centre de triage de déchets, des parcs de dépotage de ferraille, mais aussi de sites de compostage pour notre réhabilitation, ce que j'avais dit auparavant. Mais aussi, en dernière position, le traitement. Il y a les traitements en interne qu'on fait, surtout, on avait parlé de plomb tout à l'heure, on est une usine d'extraction de minerais, peut-être qu'il y a on utilise des batteries comme ça, qui battirent au plomb. On traite ces matériaux pour que ça ne se disperse pas dans l'environnement et on l'emprisonne dans des bétons comme ça, où ça sera neutralisé. Mais aussi, on travaille avec d'autres partenaires pour les traitements externes, ce que l'on ne peut pas faire. Par exemple, avec Adonis, on traite les déchets d'hydrocarbures.
Tout ça, on fait tout ça pour préserver l'environnement. Certes, on est une compagnie minière, mais pour nous en Batovi, c'est la santé et la sécurité d'abord. Je ne sais pas comment pour vous. Je suis sûr que on a la même vision là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Vous avez effectivement bien utilisé votre temps. Je vais demander tout de suite à Monsieur Rakutmapiun Fall Nantenen donc de prendre la parole. Je vous donne aussi 10 minutes. Merci beaucoup. Je me présente, donc je m'appelle Fall Rakutmapiun. Je travaille au département de l'économie et du plan pour la région ITAS. Et la principale raison qui m'a amené à être ici présent aujourd'hui, c'est que en ITAS, donc, nous avons la coopération décentralisée et qui traite donc de la thématique sur l'environnement et la santé au travers donc d'un comité qui a été donc mis en place en 2019-2020 qui s'appelle donc le COGELI, c'est-à-dire le comité de gestion du lac ITAS. Donc le lac ITAS, je pense que la plupart d'entre vous connaissent parce que je crois que l'une des destinations des personnes à Tana, c'est pour le week-end, c'est à Ampé, qui est donc au bord du lac. Et nous abordons donc beaucoup de thématiques donc dans ce comité-là parce que on a constaté que depuis plusieurs années déjà, donc il y a une dégradation de l'écosystème, mais aussi donc de tout ce qui concerne donc le lac. Et comme approche, donc nous avons eu une approche GIR, c'est-à-dire gestion intégrée des ressources en eau, qui donc inclut donc plusieurs thématiques, et entre autres donc l'environnement et la santé. Donc c'est pour ça que je suis donc ici. On m'a proposé donc pour représenter donc la coopération donc sur cette thématique-là pour ce débat citoyen. Si on parle donc de l'ITAS, donc c'est la plus petite région de Madagascar, hein, c'est 6700 km², pour une population aux alentours de 910 000 personnes. Nous sommes donc une petite région, mais avec une densité qui est quand même la deuxième plus forte à Madagascar, après Analamang, parce qu'on est à 137 habitants au km². Donc il y a donc une pression démographique forte. Et le premier constat, c'est que avec cette pression anthropique, donc, on a moins de 2% de couverture forestière. Ce qui se traduit par des feux de brousse, des coupes illicitées, tout ça. Et en conséquence de ça, depuis quelques années, nous avons donc une recrudescence de tout ce qui est maladie autour du lac. Comme, pardon, parce que là, je commence un peu à manquer d'air dans le... en fait, les principaux soucis, ce que nous avons avec cette pression, donc moins de forêt, parce qu'il n'y a pas de solution donc, sur tout ce qui est énergie. Donc, d'après les statistiques, on a plus de 90%, on utilise le charbon et le bois de chauffe. Et pour le moment, il n'y a pas encore de solution alternative durable donc, contre ça, ce qui amène que chaque année, donc, les 2% qui restent, ça m'énuise petit à petit. Heureusement, donc, on a donc ce comité-là, qui est donc là pour gérer le lac, faire en sorte que la surface qui reste aujourd'hui, donc, si on était avant à 3500 hectares, actuellement, donc, à l'étiage, on est à presque 2800 hectares, ce qui fait une différentielle de plus de 700 hectares, donc, qui a disparu, donc, au détriment des rizières, surtout, et de tout ce qui est ensablement, donc, dû principalement donc, à une rivière qui s'appelle Varan, et dont le bassin versant est vraiment donc pas aménagé avec des activités qui amènent donc à cette dégradation, c'est-à-dire il y a des feux de forêt, il y a des exploitations de la forêt du tapia, qui est donc aussi donc une forêt qui est endémique en ITAS, avec le forêt qui est en Roumanie, en Mboucht. Et aussi donc il y a les exploitations minières
illégale et informelle qui se fait donc sur le bassin. Tout ça, c'est aussi donc du fait qu'on n'a pas de plan d'aménagement, mais de schéma d'aménagement sur les bassins versants. Et de tous ces constats-là, donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce comité qui est pluridisciplinaire et plurisectoriel, parce qu'il inclut les collectivités, les services techniques. Il y a aussi ceux qui sont en appui, donc les organismes, les projets, les ONG et tout ça. Et surtout donc, pour assurer qu'on ait vraiment un impact sur le lac, ce sont les populations locaux, que ce soit donc les pêcheurs, les agriculteurs, les opérateurs touristiques qui opèrent sur les hôtels, et aussi donc d'autres comités de base, la communauté de base. Donc. Et on est heureux de dire qu'il y a vraiment donc une synergie entre ces personnes-là, parce que tout le monde est conscient de la problématique, surtout donc liée à les ressources eau. Pour ne prendre que le cas du chef de région, Bernard Rive, je suis arrivé là-bas en 2010. Et à l'époque, on ne souffrait d'aucune problématique d'adduction en eau potable. Seulement donc des problématiques de qualité de l'eau. C'est-à-dire que quand il pleut, l'eau devient trouble, même quand ils arrivent au robinet. Mais depuis 4 ou 5 ans, chaque année, on souffre de quantité. C'est-à-dire qu'il y a donc des gestions à faire pour que chacun ait un peu d'eau. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a 2 ans, l'eau du robinet ne marchait que tous les 10 jours même. Donc c'est un problématique. C'est vraiment ce constat-là qui a amené qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Entre autres aussi sur le domaine de la santé, la région État, c'est une région pesteuse. Du fait donc que pendant l'hiver, il y a beaucoup de feux de brousse. Donc les rails n'ont plus d'habitat, donc ils se déplacent donc près des villages et tout ça. Et qu'il y a aussi donc la culture du Famadienne qui fait que les tombeaux ouvrent, donc on a cette transmission. Donc c'est une combinaison donc de deux actions, les feux de brousse et donc le Famadienne. Donc chaque année, la région devient une région pesteuse à un certain moment. Oui. Il y a aussi donc l'autre constat sur la santé, c'est que autour du lac, il y a un taux de prévalence à la bilharziose élevé. Et on a fait une étude donc dans le cadre de la mise en place de ce comité avec partenariat avec l'Institut Pasteur. Il y a une étude qui a été financée donc par la région Nouvelle-Aquitaine. C'est pour savoir donc cet taux de prévalence. Parce que chacun dit, il y a de la bilharziose autour du lac et tout ça. Donc, quand on a fait l'étude, c'est vrai, il y a vraiment la bilharziose autour du lac. Donc, il faut faire attention quand même pour ceux qui viennent régulièrement là-bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le combattre, quoi, parce qu'on sait la cause. La cause, c'est que il y a donc la défécation à l'air libre autour du lac. Et dans le plan que nous avons élaboré donc dans le cadre du COGELI, parce que nous avons donc élaboré un contrat lac, c'est un plan sur différentes thématiques, donc sur plus ou moins moyen terme, que tout le monde s'est convenu, donc la population locale, les collectivités et les services techniques à mettre en œuvre pour vraiment donc préserver le lac et son écosystème, ainsi que donc la santé de la population, et en même temps aussi donc leurs activités économiques autour du lac, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en concurrence, le tourisme, la pêche, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle l'ITAS est connu, et aussi donc tout ce qui est activité agricole. Donc, qu'est-ce qui pourrait donc être une solution à apporter dans le domaine de ce qui est environnement et santé? Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou ça va? 2 minutes, d'accord. Alors, la solution que nous avons donc trouvée, c'est cette approche, donc approche intégrée. Pas seulement environnement et santé, mais ouvert à d'autres domaines aussi, parce qu'il y a des activités économiques qui amènent à ce que l'on dégrade l'environnement. Donc, on doit trouver des solutions à cela. Si on ne trouve pas de solutions à cela, même si on fait beaucoup de reboisement chaque année, il y aura toujours donc beaucoup de coupes
de feu et tout ça pour dégrader cet environnement et on aura toujours donc un cercle vicieux. Ça, c'est la première approche. Deuxième approche donc, que nous avons fait, c'est qu'il y a des structures qui sont mises en place, mais qui ne sont pas opérationnelles. Et particulièrement, donc, il y a le CER au niveau des régions, donc les cellules environnementales régionales, qui n'est pas du tout dynamique dans les régions. Donc, il faut les redynamiser parce qu'il y a beaucoup de STD, de collectivités, de projets qui sont dedans. La dernière fois qu'on s'est réunis, c'était il y a 2 ans. Et depuis, il n'y a pas eu d'action ou autre. Donc, moi, je recommande donc au ministère de l'Environnement de vraiment redynamiser cela. Troisièmement, en ETAS, par exemple, nous avons des partenaires pour tout ce qui est reboisement, Planète Urgence, Agri-Sud. Mais c'est insuffisant. Parce que, par exemple, l'année dernière, c'était la première fois que nous avons vraiment fait une activité d'envergure. Donc, suite au Véligrand du président, donc nous avons pu planter presque 1,4 million plants. Mais au vu de l'utilisation qui est faite donc du bois, que ce soit bois de chauffe ou charbon, c'est insuffisant. Donc il faudrait beaucoup plus de partenaires, beaucoup plus d'implication aussi de la population locale pour planter donc ces plants et augmenter donc la capacité à couvrir donc la région en forêt. Donc actuellement, la CIRAD ITAS prévoit donc de reboiser surtout la forêt tapia qui est caractéristique à la région et le mettre donc en protection parce qu'il n'y a pas encore de statut particulier donc à la forêt de tapia. Et aussi donc enfin sur l'implication des différents acteurs. Donc nous avons plusieurs plateformes en ETAS. Il y a la plateforme sur la pêche, il y a la plateforme VOI et tout ça. Donc on doit les inclure dans tout ce qui est prise de décision pour qu'il y ait plus d'implication et de conscientisation donc, de ces acteurs-là. Voilà, peut-être que je rajouterai d'autres choses quand il y aura les questions-réponses. Merci. Donc merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez vu que déjà, par les 3 présentations qui ont été faites, que vraiment les acteurs, tous les acteurs devraient être mobilisés pour que nous ayons vraiment des résultats par rapport à la situation un peu sombre que nous avons vue précédemment. Je vais donner la parole puisque Madame Rakotoarson voudrait intervenir très rapidement et puis nous allons passer après aux questions-réponses. J'aime pas le terme de questions-réponses parce qu'il faudrait que ce soit un débat. C'est pas seulement des... Mais il faudrait aussi que vous apportiez vos apports à vous, si vous avez déjà des actions ou des activités que vous menez déjà pour cette thématique, ce serait vraiment les bienvenus. Je vous donne la parole, Madame Rakotoarson. Merci. Oh. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Bien sûr, le ministère de la Santé est favorable à toute forme de collaboration, de partenariat et d'appui pour l'amélioration de la qualité de notre environnement qui impacte également sur la santé. Mais nous, le ministère de la Santé donc, dispose du service de santé-environnement qui me relève, qui est rattaché à la direction de la promotion de la santé. Le service de santé-environnement a pour mission la prévention des maladies d'origine environnementale, particulièrement dans les établissements de santé, mais également au niveau de la communauté. En matière de prévention des maladies d'origine environnementale dans les établissements de santé, nous travaillons particulièrement sur la normalisation des pratiques et des infrastructures en eau, assainissement et hygiène et en gestion des déchets dans les formations sanitaires. Et nous développons également des activités de prévention
et de contrôle des infections dans les établissements de santé. Au niveau de la communauté, les domaines d'intervention du service de santé et environnement concernent surtout la gestion rationnelle des produits chimiques, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, la mise en place en collaboration avec le ministère de l'Environnement, mais également avec tout autre département ministériel et non ministériel qui est concerné par les produits chimiques. Nous travaillons également en matière de climat-santé. C'est surtout en étroite collaboration avec la Direction générale de la météorologie. Nous suivons également la qualité des eaux embouteillées en collaboration avec le ministère en charge de l'eau. Et nous travaillons également au développement de la gestion de l'hygiène et la santé menstruelle avec le ministère de l'eau et de l'assainissement et de l'hygiène également. Et nous travaillons étroitement également avec le réseau SPE, Santé, Population, Environnement, pour développer des actions qui sont favorables à la population, à l'environnement et à la santé. C'est le résumé de notre activité. Je vous remercie. Merci pour votre intervention qui donne effectivement un peu plus d'éléments concrets par rapport à votre présentation inaugurale. Peut-être qu'on va savoir aussi, et grâce peut-être à vos interventions dans la salle, pour savoir comment tous ces engagements, tous ces plans, toutes ces stratégies, ces programmes du gouvernement, la population ou les acteurs, les autres acteurs de la société sont impliqués dans ces différents plans, engagements et programmes. Alors, je vais demander aux panélistes de revenir sur la position initiale pour que nous puissions entamer donc les échanges et les débats. Alors n'hésitez pas, il faut faire comme Madame Ralter, soyez passionnés, et n'hésitez pas du tout. Je crois qu'ici il n'y a pas de censure, c'est libre. Donc je vous demande à tous de participer. Alors voilà comment on va procéder. Il va y avoir un groupe de 5 intervenants. Pas forcément des questions, mais ça peut être vraiment des apports de votre part aussi. Et je vous demande vraiment 3 minutes, et je vais être assez stricte pour les 3 minutes de chaque intervenant. Alors, qui se dévoue? Alors, qui se dévoue? Donc là-bas, il y en a 1, 2...